Voilà. Donc, cette session est recordée, s'il vous plaît. Donc, si vous acceptez déjà de participer, vous acceptez qu'on recorde votre leçon tout. Et la session, vous voyez, sera coordonnée par Process Senablo. En attendant que cher maître Process Sheikh Saad Boui arrive. Et nous avons l'honneur d'accueillir le médecin commandant Mustafa Diop pour animer ce thème. Le médecin commandant Moustapha Diop est un ancien interne du service de santé, membre de l'équipe mobile de l'antibiothérapie, les spécialistes en maladies infectieuses, officier à l'hôpital principal de Dakar. Et nous sommes heureux de l'accueillir dans cette session pour présenter la thématique. Donc, brièvement, ça va se dérouler pendant 45 minutes de présentation et aussi suivi de 30 minutes de questions et réponses. Donc, voilà. Et 5 minutes pour clôturer. Donc, nous devrons finir probablement vers 14h30, 25h30 pour finaliser. Donc, comme housekeeping, donc, ne divulguez pas les informations de santé protégées ou d'informations personnelles identifiées pendant cette session. Donc, veuillez faire votre micro lorsque vous ne parlez pas pour éviter qu'il n'y ait pas de connexion. Et lorsque vous avez la parole, gardez votre micro portable en mode silencieux, s'il vous plaît. Oui. Et pour les questions, veuillez lever la main physiquement ou utiliser les fonctions de lever de la main des Zoom pour qu'on sache que vous voulez prendre la parole. Oui. Pour toute question ou problème technique concernant les Zoom, merci de contacter le support informatique via le chat et merci de saisir votre nom complet et le nom de votre organisation aussi. Vous pouvez retrouver les présentations sur e-ECO et soyez informés que cette session est enregistrée. En y participant, vous acceptez d'être enregistré. Nous vous remercions pour votre coopération. Pour recevoir un certificat de participation, il vous sera demandé de compléter une brève enquête. Un lien sera mis à votre disposition dans le chat pour y accéder vers la fin de notre rencontre. Ce lien restera actif uniquement dans les 48 heures suivant la session. Conscientisation de vos données, le programme ECO recueille les informations telles que les inscriptions, l'assiduité, les échanges de questions, les réponses, les interactions sur le chat, ainsi que les retours d'enquête. Voilà. Vos informations personnelles seront préservées en toute confidentialité. Et ces données peuvent être utilisées. Voilà. Vous pouvez scanner les codes QR pour rejoindre le groupe WhatsApp de IECO et vous aurez toutes les informations. Ce lien aussi sera partagé sur le chat à la fin de chaque diapositive. Nous vous remercions pour votre participation déjà et son nombre déjà, 70 personnes déjà connectées et c'est déjà très bien. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au professeur Nabulo pour introduire le sujet et aussi dire un peu, situer les décors, comme on le dit, planter les décors par rapport à ce thème. Professeur Nabulo, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Bassirou. Vraiment, merci d'avoir accepté de modérer ou bien de faciliter cette session. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Moustapha Diop, comme il l'a dit, qui est médecin commandant, ancien interne des hôpitaux, spécialiste des services de santé des armées et membre de l'équipe mobile d'antibiothérapie au service des maladies infectieuses de l'hôpital principal de Dakar. Juste rappeler que Dr Diop est un habitué de la communauté ECO et depuis qu'on a commencé nos sessions, il a assisté à presque toutes les présentations de cas. Et c'est la récurrence des présentations de cas d'infection urinaire à bactéries multirésistantes. Il s'est porté volontaire en nous proposant de faire la classification et l'antibiothérapie dans les infections du tract urinaire pour montrer sa générosité parce que c'est lui-même qui s'est porté volontaire. Il n'a pas attendu qu'on le saisisse. Et donc, vraiment, c'est pour mettre les mises à jour sur le traitement des infections urinaires, mais surtout également la discussion qui doit se faire entre microbiologistes et cliniciens
pour voir est-ce que l'antibiogramme est nécessaire d'abord de faire et est-ce que l'antibiothérapie également a sa place dans chaque type d'infection. Donc, docteur Diop, merci d'avoir accepté quand même pour animer cette session et je vous remets la parole. Merci beaucoup, professeur Lo, pour ces commentaires. Merci beaucoup. Médecin colonel, commandant Job, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, professeur Sainabou. Merci, professeur, pour la parole. Est-ce que je peux déjà partager l'écran? Oui, s'il vous plaît. Et activez votre caméra, s'il vous plaît. Voilà. Oui. C'est bon, on peut. Oui. Je ne sais pas si la barre d'en haut, là, on peut réduire ou. Vous pouvez Ok, faire c'est bon. descendre ou bien vous pouvez mettre à gauche, à droite. Descendre. C'est pas grave, on va faire avec, pas de souci. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, c'est un honneur pour moi de participer à ces séries de sessions. Donc, pour partager avec vous aujourd'hui un thème qui est extrêmement important. Comme l'a rappelé le professeur Seynabou, je pense qu'il y a beaucoup de cas qu'on a à présenter ici et qui portaient sur les infections urinaires, ce qui est tout à fait normal parce que les infections urinaires, c'est quelque chose de transversal. On les retrouve dans tous les services, hein, que ce soit dans les services de chirurgie et dans les services de médecine. Donc, nous avions jugé nécessaire d'essayer de partager un peu quelques informations et les dernières recommandations en termes de classification et d'antibiothérapie des infections urinaires. Voilà, donc sans plus tarder, on va y aller. Je crois que nous allons pouvoir faire un peu moins de 45 minutes, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, donc le plan que nous allons suivre, c'est d'abord un chapitre de généralité où nous allons définir ce que c'est qu'une infection urinaire, parler de l'intérêt de la question, un peu de rappel d'anatomie et de physiopathologie, parler un peu des aspects microbiologiques, avant maintenant de parler des signes cliniques, des signes paracliniques et venir sur les différentes formes cliniques d'infection urinaire ainsi que le protocole d'antibiothérapie avant de conclure. Donc, une infection urinaire, c'est tout simplement une agression d'un tissu de l'appareil urinaire par un ou plusieurs micro-organismes générant une réponse inflammatoire et une symptomatologie de nature et d'intensité variable. Voilà, c'est ça la définition. Et ici déjà, il y a la notion de symptomatologie qui vient d'emblée dans la définition. Et ça, c'est extrêmement important sur le diagnostic d'une infection urinaire. L'intérêt de la question est d'abord épidémiologique. Donc, il a été noté environ 250 millions de cas d'infection urinaire par année dans le monde, avec une nette prédominance féminine pour des raisons anatomiques et physiologiques que nous connaissons. Et c'est relativement rare chez l'homme de moins de 50 ans. Et l'infection urinaire, c'est une infection qui, a priori, est bénigne si la prise en charge est précoce et bien conduite. Mais c'est une infection qui peut se compliquer vers un sepsis, un choc septique et engager ainsi le pronostic vital. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic d'une infection urinaire est essentiellement clinique. Essentiellement clinique. Les explorations paracliniques sont rarement nécessaires pour poser un diagnostic positif d'une infection urinaire. Le traitement est assez simple, hein. C'est avec certains antibiotiques classiques que nous utilisons, mais avec l'émergence de souches multirésistantes d'entérobactéries, n'est-ce pas, ce traitement devient de plus en plus difficile. Heureusement que la prévention est simple, hein, par des mesures d'hygiène simples ou une bonne réhydratation.
Maintenant, on vous entend parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, c'est parfait, on vous entend parfaitement. J'entends Voilà, bien. merci beaucoup. Voilà. Donc, on fait de l'anatomie et de physiopathologie. Bon, beaucoup plus de la physiopath, hein. On n'est pas urologue, mais il faut savoir que l'appareil urinaire, c'est vraiment les deux reins, les deux urétères, la vessie et prostate chez l'homme et l'urétère. Et comment se passe l'infection? C'est par trois voies. Soit la voie ascendante, n'est-ce pas? La voie hématogène ou par inoculation directe. La voie ascendante, c'est à partir du réservoir digestif au niveau de l'orifice anal. L'orifice anal, donc à ce niveau, on peut avoir des entérobactéries qui vont migrer, venir au niveau du méa urétral, passer à l'urètre, à la vessie et après aller migrer vers le haut appareil urinaire et entraîner une infection urinaire. Ou bien par voie hématogène, à partir d'un foyer infectieux quelque part, que ça soit neurologique, digestif ou n'importe où. Donc, on peut avoir une bactérie qui quitte le foyer infectieux, passe donc à la phase de bactériémie et secondairement venir coloniser l'appareil urinaire. Ça aussi, c'est une autre voie, ou en tout cas par inoculation directe, à partir d'un geste urologique, lors d'un sondage vésical ou en tout cas lors d'une intervention urologique, on peut inoculer directement un germe et entraîner une infection urinaire. Donc, heureusement que notre organisme donc, dispose de quelques moyens de défense, notamment le fait de faire des mictions fréquentes, hein, avec un flux permanent des urines. Ça empêche un peu la colonisation de ces voies urinaires par ces micro-organismes. L'urètre long, et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait, en tout cas, ça fait partie des raisons pour lesquelles l'infection urinaire est beaucoup plus fréquente chez la femme que chez l'homme, parce que l'homme a un urètre beaucoup plus long que la femme. L'intégrité des muqueuses et aussi la constance biochimique de l'urine. Parce que vous savez qu'avec un pH à moins de 6, l'urine est acidifiée et ça permet, n'est-ce pas, de neutraliser certains micro-organismes et prévenir les infections urinaires. Donc ça, c'est pour ce qui était de la physiopathe. Maintenant, les facteurs qui favorisent les infections urinaires, c'est tout ce qui est anomalie des voies urinaires, la présence de lithiage ou de tumeurs, ou en tout cas, tout phénomène qui peut entraîner donc une stase urinaire dans la vessie. Donc l'accumulation des urines dans la vessie va entraîner une prolifération bactérienne et secondairement une infection urinaire. Donc que ça soit la grossesse, n'est-ce pas, ou la présence d'une tumeur ou une constipation chronique, tout ça, c'est des facteurs s'accrocher au niveau de l'urétérium, n'est-ce pas, par l'intermédiaire des adhésives qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'ils sont difficilement éliminés lors de la mission et donc ils vont fréquemment entraîner des infections urinaires. Il y a énormément d'études qui l'ont prouvé. Ça, c'est une étude que nous avons réalisée ici à l'hôpital chez les patients diabétiques qui avaient des infections urinaires. Il a été démontré que le Escherichia coli et le Klebsiella pneumoniae donc, étaient les deux entérobactéries les plus retrouvées. Et ça, c'était en ligne avec ce qui a été retrouvé dans la littérature. Maintenant, concernant la symptomatologie clinique, nous allons parler donc des infections du bas appareil urinaire et du haut appareil urinaire. Donc, je parlais de la cystite, nous allons parler de la symptomatologie de la cystite, symptomatologie de la pyélonéphrite et peut-être symptomatologie de la prostatite. Donc, symptomatologie clinique. Comment se manifeste une cystite? Donc, une cystite se manifeste par des signes fonctionnels urinaires d'installation plus ou moins aiguë, n'est-ce pas? Et ces signes fonctionnels urinaires, c'est ce qu'on appelle la polacurie, qui est une augmentation de la fréquence des urines, une impériosité mictionnelle, qui est une envie pressante d'uriner, avec des urines qui sont difficilement contrôlables. C'est ça une impériosité mictionnelle. Les brûlures mictionnelles, c'est une douleur lors de la miction, une incontinence urinaire,
n'est-ce pas? Une dysurie, qui est une difficulté d'évacuation des urines, et de façon un peu plus rare, on peut avoir une douleur pelvienne ou une hématurie. Maintenant, ce qu'il faut fondamentalement retenir, c'est que lors de la cystite, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de douleur lombaire, et l'examen physique est le plus souvent normal. Voilà. Donc, le diagnostic d'une cystite est purement clinique. On n'a pas besoin de faire un ECBU pour confirmer une cystite. Tout ce qu'on aura à faire, c'est les bandelettes urinaires. Les bandelettes urinaires qui permettront de retrouver une leucocyturie, plus ou moins la présence de nitrite en fonction du germe qui est responsable de l'infection urinaire. Voilà. Donc, lorsqu'on a une symptomatologie fonctionnelle urinaire à type de pollakiurie, impériose démissionnelle, plurimissionnelle, dysurie, sans fièvre ni douleur lombaire, avec un examen plus ou moins normal, là, on retient donc le diagnostic d'une cystite simple. Par contre, dans la pyélonéphrite aiguë, nous avons déjà les signes fonctionnels urinaires qu'on retrouve donc dans la cystite, mais en plus de ça, il y a des signes d'atteinte du haut appareil urinaire, notamment une douleur lombaire latéralisée à gauche ou à droite en fonction de la topographie de la pyélonéphrite, une fièvre avec des frissons et des sueurs, parfois associée à des vomissements, une asthénie. Voilà. Un patient qui a une pyélonéphrite, lorsqu'on l'examine, on retrouve une douleur à la palpation des points urétéraux, moyen supérieur ou inférieur en fonction de la topographie, et une douleur à la palpation de la fosse lombaire du côté atteint, avec un signe de Giordano qui est positif. Le signe de Giordano, c'est quand on fait un petit ébranlement au niveau de la fosse lombaire du côté atteint qui va déclencher une douleur. Donc là aussi, les bandes urinaires sont utiles à faire parce qu'ils permettent donc de détecter toujours des leucocytes, plus ou moins des nitrites en fonction du gène qui est responsable. Voilà. Donc, concernant la prostatite, toujours on aura des signes fonctionnels urinaires à type de pollakiurie bimissionnelle, n'est-ce pas? Mais en plus de ça, le signe qui est un peu plus fréquent lors de la prostatite, c'est une rétention d'urine, une douleur pelvienne, périnéale, ou urétrale, ou pénienne, ou rectale. Voilà. On note aussi une fièvre avec des frissons et sueurs, et le toucher rectal permettra de retrouver une prostate qui est augmentée de volume avec un contour, des contours qui sont donc régulières et douloureuses. Voilà sur le plan clinique ce qui différencie cystite, prostatite et pyélonéphrite. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la cystite, nous avons des signes fonctionnels urinaires à type de dysurie bimissionnelle, en tout cas tous les autres signes fonctionnels urinaires, mais sans fièvre, sans douleur lombaire, ni douleur au point urétro. Contrairement à la pyélonéphrite, où en plus de ces signes fonctionnels urinaires, vous avez de la fièvre, n'est-ce pas? Ou en tout cas des signes qui orientent vers une atteinte du haut appareil urinaire, notamment une douleur lombaire, hein, des points urétraux qui sont douloureux, avec, souvent associés à des vomissements et une asthénie. Mais dans tous les deux cas, le diagnostic est essentiellement clinique. Jusque-là, on n'a pas encore parlé de paraclinique. Cela ne veut pas dire que le CBU est inutile dans la prise en charge des pyélonéphrite, mais le CBU ne permettra pas de poser le diagnostic positif, mais permettra tout simplement de documenter l'infection et après de pouvoir voir quel antibiotique il faudra mettre. Donc, cet CBU, comment le réaliser? C'est que les biologistes vont être contents de nous entendre parler de ça parce que je sais que c'est leur plainte éternelle envers les médecins, donc la phase préanalytique, la manière de prélever les urines. C'est extrêmement important et extrêmement déterminant dans les diagnostics, surtout d'une infection urinaire. Donc, il faut recueillir les urines du matin, n'est-ce pas? C'est ça l'idéal. Maintenant, s'il y a une situation où on ne peut pas attendre jusqu'au lendemain pour prendre les urines, il faut quand même au moins recueillir des urines qui ont au moins séjourné 4 heures de temps dans la vessie. Sinon, on risque d'avoir des faux négatifs. Donc, si je reçois un patient qui a uriné il y a un peu plus de 4 heures, dans ce cas, je peux lever les urines et amener au labo. Sinon, l'idéal, c'est de le faire dans les urines du matin avec une asepsie rigoureuse, n'est-ce pas, du méa urétral. Il faut évacuer le premier jet d'urine, recueillir le deuxième jet dans un pot stérile, n'est-ce pas, le deuxième jet. Et après le prélèvement, il faut immédiatement acheminer le prélèvement au laboratoire. Sinon, il y aura une pullulation bactérienne et c'est pour ça souvent que les biologistes nous rendent comme résultat aspect polymicrobien à refaire dans des conditions optimales de prélèvement. Voilà.
Donc, le prélèvement aussi doit être accompagné par un bulletin d'examen bien renseigné avec le nom, l'âge, le sexe, les signes cliniques, la notion de prise d'antibiothérapie ou les comorbidités. Voilà. Donc, c'est vraiment, en tout cas, pour le prélèvement d'urine chez l'adulte, c'est comme ça qu'il faut le faire. Bon, de toute façon, s'il y a des choses à rectifier, à réajuster ou à compléter, je pense que les biologistes sont là aussi pour compléter. Parce que je sais que pour un malade aussi qui a une sonde urinaire ou chez l'enfant, il y a des techniques de prélèvement un peu spécifiques. Il faut revenir sur ça. Mais vraiment, il faut fondamentalement respecter les conditions de prélèvement parce que ça joue beaucoup sur le diagnostic. Et que nous, médecins, on doit, à un moment donné, éviter de juste donner le bulletin d'examen à l'infirmier et lui demander de nous faire un ECBU sans pour autant suivre derrière ce qui se fait. C'est vrai que les infirmiers sont censés savoir comment réaliser un ECBU, mais nous aussi, nous avons le devoir de suivre parce que souvent, on a des problèmes avec ces prélèvements-là et c'est tout simplement dû à des conditions de requête qui ne sont pas bonnes. Voilà. Maintenant, en cas de cystite simple, pas besoin de demander un ECBU, sauf si on traite une cystite et que l'infection récidive, ou en tout cas lorsqu'on met une antibiothérapie probabiliste et que l'évolution n'est pas favorable. Mais hormis ces deux situations-là, il n'est pas nécessaire de faire un ECBU pour poser le diagnostic d'une cystite. Voilà, le diagnostic d'une cystite se limite aux signes fonctionnels urinaires avec les bandelettes urinaires. Voilà, là, on retient le diagnostic de cystite avec l'absence de fièvre et de signes du appareil urinaire. Par contre, en cas de pyélonéphrite ou de prostatite, il faut faire un ECBU. Voilà. Maintenant, l'objectif de l'ECBU ici, c'est de pouvoir mettre en évidence le germe, n'est-ce pas, qui est responsable et secondairement réadapter l'antibiothérapie, mais pas de poser réellement le diagnostic d'une pyélonéphrite aiguë. Parce qu'encore une fois, dès la clinique, on peut retenir, si on examine, si on interroge bien le malade, bien l'examiner, on peut retenir le diagnostic de pyélonéphrite, commencer notre traitement probabiliste et avant de commencer le traitement, demander le CBU et puis pour que, après, secondairement, si on a un germe, réadapter l'antibiothérapie. Donc, classiquement, ça montre des poudres d'urine trouble avec une leucocyturie significative à plus de 10 puissance 4 cellules par ml et une bactériurie significative. Donc, la significativité de la bactérie aussi dépend du germe isolé et du sexe aussi. Exemple, s'il s'agit de E. coli et de Staphylococcus saprophyticus, donc la bactériurie est significative lorsqu'elle est supérieure ou égale à 10 puissance 3, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Par contre, pour les autres entérobactéries, ou les BGN non fermentaires ou le Staphylococcus aureus, donc chez l'homme c'est 10 puissance 3 et chez la femme, il faut aller à plus de 10 puissance 4 pour parler de bactériurie significative. Voilà. L'hémoculture aussi peut avoir un apport dans la diagnostic de la pyélonéphrite quand ça se complique de bactéries, même si ce n'est pas une obligation. Et l'échographie rénale et des voies urinaires aussi, donc peut être utile dans certaines situations. Voilà. Quand ça récidive ou lorsqu'on donne un traitement et que le malade continue de chauffer, on peut craindre derrière une absédation au niveau rénal et dans ce cas, il est utile de faire une échographie des reins. Maintenant, nous allons parler des différentes formes cliniques d'infection urinaire ainsi que leur antibiothérapie. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, c'est vraiment la colonisation des voies urinaires, les infections urinaires simples, les infections urinaires à risque de complications, les infections urinaires graves et la cystite récidivante. C'est vrai qu'on a l'habitude de classer les infections urinaires en fonction de la topographie. Infection du bas appareil urinaire, infection du haut appareil urinaire. C'est utile. Mais cette classification se base sur la gravité de l'infection et ça a aussi une implication vraiment thérapeutique. L'antibiothérapie qu'on aura à administrer dépendra strictement de cette classification. Et donc, quand on examine bien le malade, on doit parvenir à dire de façon claire que notre malade a une infection urinaire simple, à risque de complications ou grave, ou une colonisation. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va voir. Et pour chaque forme clinique, nous allons directement parler de l'antibiothérapie. Donc, c'est quoi une colonisation? Une colonisation, c'est la présence d'un micro-organisme à l'ECBU, bien réalisé, mais sans symptomatologie urinaire. Voilà. Donc, c'est la présence d'une bactérie ou d'un micro-organisme dans les urines sans signe fonctionnel urinaire. Et dans ce cas, la leucocyturie n'intervient pas. Quel que soit le taux de leucocyturie que l'on a,
ça n'intervient pas. L'aspect des urines aussi, ça n'intervient pas. C'est pas parce qu'on a des urines troubles avec un ECBU positif sans signe urinaire qu'on va retenir le diagnostic d'infection urinaire. La bactériurie aussi n'intervient pas. Quel que soit le taux de bactériurie, présence de bactéries dans les urines sans signe fonctionnel urinaire égale colonisation. Même si c'est un germe multirésistant qui a été isolé, même si c'est une entérobactérie sécrétrice de carbopénémase, lorsque cette entérobactérie n'entraîne pas de symptômes chez le malade, on parlera de colonisation. Voilà. Et lors de la colonisation, il n'est pas nécessaire de mettre une antibiothérapie, même si c'est une BMR. Parce que comme on le disait l'autre jour, il faut vraiment faire la part des choses entre la résistance d'une bactérie et la virulence d'une bactérie. Alors, il n'y a que quelques situations où on doit traiter une colonisation. Chez la femme enceinte, à partir du 4e mois de grossesse, lorsque le patient doit subir une chirurgie en contact avec les urines, ou bien certains patients vraiment qui ne peuvent pas décrire de façon claire leur symptomatologie clinique. Un sujet très âgé qui a une démence ne peut pas clairement nous expliquer est-ce qu'il a une coliac-urique dysurie. Bon, dans ces situations, on peut être un peu plus prudent s'il n'y a aucun autre foyer infectieux, n'est-ce pas? Ou en tout cas, quelqu'un qui a des troubles à la conscience, ou peut-être c'est les enfants aussi qui ne peuvent pas clairement expliquer les symptômes. Mais une personne qui peut clairement expliquer ses symptômes, qui n'a aucune symptomatologie urinaire, lorsqu'on isole un germe dans ses urines, dans ce cas, c'est une colonisation. Une colonisation, on ne la traite pas. Voilà, ça peut même être dangereux de traiter la colonisation parce que ça va créer un tapis au niveau de la vessie, n'est-ce pas? C'est une microbiote qu'on va détruire et après, ça va favoriser la survenue d'infections urinaires récidivantes. Maintenant, c'est quoi une infection urinaire simple? Une infection urinaire simple, c'est une infection urinaire qui survient chez une femme jeune, sans risque de complications et sans signe de gravité. Alors, nous allons voir secondairement c'est quoi les risques de complications et c'est quoi les signes de gravité. Mais c'est ça la définition. Donc, lorsque vous avez un patient qui a une cystite, une pyélonéphrite, qui survient chez une femme jeune, sans risque de complications, sans signe de gravité, dans ce cas, on pose le diagnostic d'infection urinaire simple. On va parler de cystite simple ou de pyélonéphrite simple. Maintenant, pour l'antibiothérapie d'une cystite simple, l'algorithme, c'est ça. Lorsqu'on suspecte une cystite simple, c'est-à-dire une dame jeune qui vient avec coliac-urique dysurie bidirectionnelle sans fièvre, ni douleur lombaire, ni douleur au point utero, ce qu'il faut faire, ce n'est pas le CBU, mais les bandelettes urinaires. Lorsque les bandelettes urinaires sont négatifs, là, il faut chercher les diagnostics différentiels parce qu'il y a énormément de pathologies qui peuvent être responsables de signes fonctionnels urinaires. Lorsque les bandelettes sont positifs, là, on retire le diagnostic d'une cystite. Et là, on mettra une antibiothérapie probabiliste. Et l'antibiothérapie probabiliste de première intention dans la cystite simple, c'est la phosphomycine prométhamol, et c'est un traitement minute. C'est une seule dose de phosphomycine qu'il faut prendre et puis c'est fini, on s'en arrête là. Donc, c'est ça l'antibiothérapie d'une cystite simple. Maintenant, l'antibiothérapie d'une pyélonéphrite simple, c'est-à-dire qu'une pyélonéphrite qui survient chez une femme jeune, sans comorbidité ni signe de gravité, là, on peut choisir, on peut utiliser les quinolones ou les céphalosporines de 3e génération. Mais les quinolones ne doivent pas être utilisés lorsque le patient les avait pris dans les 6 derniers mois. Lorsqu'on interroge notre patient et que le patient dit que dans les 6 derniers mois, il a eu à prendre des quinolones, ça c'est un risque, c'est un facteur de risque de BLSE, donc en tout cas de résistance aux quinolones. Donc là, il faut mettre de la ceftriaxone. Voilà. Donc, si ces antibiotiques sont contre-indiqués, les aminosides aussi, c'est toujours possible de les mettre, amikacine, de préférence sur les entérobactéries, sinon gentamicine, tobra ou l'asticonam. Maintenant, les infections urinaires à risque de complications, c'est toute infection urinaire, que ce soit une cystite ou une pyélonéphrite, associée à au moins un facteur de risque de complications. Et les facteurs de risque de complications sont au nombre de 6, ce qu'on a cité ici. C'est les sujets âgés de plus de 75 ans ou de 105 ans plus 3 critères de Field, n'est-ce pas? Le sexe masculin, comme on dit, une infection urinaire n'est jamais banale chez l'homme. L'anomalie des voies urinaires, la présence d'une grossesse, l'humodépression ou la maladie rénale chronique. Voilà. Et l'astuce mémotechnique qui permet de retenir ces 6-là, c'est Assagir. Donc, c'est
l'âge élevé, le sexe masculin, qui est un facteur de risque de complications, l'anomalie évasionnelle, la grossesse, l'immunodépression et la maladie rénale chronique. Et c'est quoi l'antibiothérapie d'une infection à risque de complications? Donc, lorsqu'on a une cystite à risque de complications, dans ce cas, par contre, il est recommandé de faire un ECPU. Dans la cystite simple, non, mais dans la cystite à risque de complications, le CBU est recommandé, n'est-ce pas? Mais dès qu'on prélève le CBU, si le traitement peut être différé, on diffère dans 24-48 heures en attendant d'avoir les résultats de l'ECBU, après mettre l'antibiotique qu'il faut en fonction de l'antibiogramme, n'est-ce pas? Si le traitement ne peut pas être différé, dans ce cas, le traitement probable qu'on doit mettre, c'est encore de la nitrofurantoïne ou de la phosphomycine trométhanol. Par contre, ici, la phosphomycine ne doit pas être prise en monodose, mais en 5 jours, à J1, J3, J5. Voilà, c'est comme ça qu'il faut traiter une cystite à risque de complications. Dans la pyélonéphrite à risque de complications, le traitement est exactement la même chose que dans la pyélonéphrite aiguë simple. Donc, c'est ceftriaxone ou cefotaxime, ou bien les quinolones. Mais les quinolones, toujours, lorsqu'on ne les a pas pris dans les 6 derniers mois. Et il faut aussi retenir que si on décide de traiter notre malade en ambulatoire, parce qu'une pyélonéphrite aiguë simple peut se traiter en ambulatoire, il faut privilégier les quinolones, parce que les quinolones ont une bonne absorption au niveau digestif. C'est apparemment la même absorption que les quinolones soient administrés par voie orale ou par voie injectable. Par contre, pour les céphalosporines de troisième génération, lorsqu'ils sont administrés par voie orale, la biodisponibilité n'est pas du tout bonne. Donc, c'est 50% d'absorption. Donc, lorsque je décide de traiter mon malade en ambulatoire, je fais mon choix sur les quinolones. N'est-ce pas? S'il ne les avait pas pris dans les 6 derniers mois, si je l'ai en hospitalisation, je peux administrer la ceftriaxone ou le cefotaxime. Toujours l'aminoside est là comme alternative lorsque les autres antibiotiques sont contre-indiqués. Mais concernant les durées, dans la pyélonéphrite aiguë simple, lorsqu'on utilise les bêta-lactamines ou les quinolones, la durée c'est 7 jours, 5 jours pour les aminosides, 10 jours pour les autres antibiotiques. Et lorsqu'il s'agit d'une pyélonéphrite à risque de complications, donc la durée du traitement c'est 10 jours lorsque l'évolution est rapidement favorable, sinon on peut aller jusqu'à 14 jours. Maintenant, c'est quoi une infection urinaire grave? C'est toute infection urinaire, que ce soit une cystite ou une pyélonéphrite, associée à au moins un des critères suivants. Lorsque l'infection urinaire est associée à un sepsis ou à un choc septique, ou lorsque l'infection urinaire nécessite un drainage ou une intervention hors sondage vésical simple, dans ce cas, on retient qu'il s'agit d'une infection urinaire grave. Voilà. Maintenant, le sepsis, à sa définition, ce n'est plus ce qu'on utilisait avant, le SRIS, n'est-ce pas, syndrome de réponse inflammatoire systémique. Les définitions ont changé depuis 2016 et on utilise les critères de Quick-SOFA, SOFA au complet. Bon, mais là, on peut utiliser le Quick-SOFA pour rapidement évaluer notre malade. Donc, les 3 éléments du Quick-SOFA, c'est la fréquence respiratoire supérieure ou égale à 22 qui est cotée à 1, la pression artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure qui est cotée à 1, et le Glasgow inférieur à 13, n'est-ce pas, qui est coté à 1. Lorsqu'on a 2 de ces éléments-là, hein, associés à une infection cliniquement suspectée ou microbiologiquement documentée, on retient le diagnostic de cystite. Ça veut dire que si aujourd'hui mon malade a une infection urinaire cliniquement suspectée sur la base des signes fonctionnels urinaires, de la fièvre et de douleur lombaire, n'est-ce pas, donc une pyélonéphrite, associée à au moins 2 éléments du Quick-SOFA, donc je dis que c'est une infection urinaire qui s'est compliquée de sepsis. Voilà. Maintenant, le choc septique, c'est un sepsis avec une hypotension rebelle au remplissage. Parce que normalement, un sepsis simple, lorsqu'on remplit avec des cristalloïdes, la tension se corrige. Mais si malgré le remplissage, la tension ne se corrige pas et que cela nécessite l'utilisation de drogues vasoactives, dans ce cas, on parle de choc septique. Voilà. Donc, lorsqu'on a une infection urinaire avec un sepsis ou un choc septique, dans ce cas, on parle d'infection urinaire grave. Et ça a aussi une implication thérapeutique. Parce que ce qui change ici, là, on sera en bi-antibiothérapie, on n'est plus en monothérapie. Voilà. Donc, une infection urinaire grave se traite en bithérapie. Donc, c'est là où il faut mettre cefotaxime ou ceftriaxone plus amikacine, ou bien les quinolones plus l'amicacine lorsque les quinolones n'ont pas été utilisés dans les 6 derniers mois.
Voilà, c'est ça. Donc, pour dire que les aminosides, c'est une molécule de gravité, c'est un traitement de gravité. En général, dans les infections bactériennes, à chaque fois qu'il y a des signes de gravité, c'est-à-dire un quick SOFA supérieur à ou égal à 2, il faut aller en bithérapie et non en monothérapie. Donc, ce n'est pas vraiment la résistance du germe qui dicte est-ce qu'on doit être en monothérapie ou en bithérapie, mais c'est plutôt la gravité de l'infection. Parce que il y a certains qui ont tendance à systématiquement associer, par exemple, imipenem, amikacine, dès qu'ils ont une bactérie multirésistante. Ce n'est pas forcément le cas. Encore une fois, il y a une grande différence entre la virulence et la résistance. Voilà. Donc, de façon ramassée, ce qu'on a dit jusque-là, c'est ça. Les infections urinaires simples à risque de complications et graves. Les infections urinaires simples, c'est une infection urinaire, c'est-à-dire cystite ou pyélonéphrite qui survient chez une femme jeune, sans facteur de risque ni signe de gravité. Les infections urinaires à risque de complications, c'est une infection urinaire associée à au moins un critère de risque de complications, à s'agir l'âge, le sexe, n'est-ce pas, l'anomalie des voies urinaires, la grossesse, l'immunodépression et la maladie rénale chronique. Et l'infection urinaire est grave lorsqu'on a une infection urinaire cliniquement suspectée ou microbiologiquement documentée associée à un choc septique ou un sepsis, c'est-à-dire un quick SOFA supérieur ou égal à 2. Maintenant, c'est quoi une cystite récidivante? Une cystite récidivante, c'est une cystite qui survient au moins lorsqu'on a au moins 4 épisodes de cystite dans l'année. Voilà, si une femme fait 4 épisodes de cystite dans l'année, on retient le diagnostic d'une cystite récidivante. Et une cystite récidivante ne nécessite pas systématiquement une antibiothérapie à base de phosphomycine. Il faut d'abord essayer les mesures hygiéno-diététiques, demander à la dame de boire beaucoup d'eau, n'est-ce pas, de pisser souvent, éviter la constipation, parce que tout ça, c'est des facteurs qui vont entretenir la cystite, n'est-ce pas? À chaque fois, après avoir fait les rapports sexuels, de faire la miction, et puis éviter certains habits, s'essuyer dans le bon sens, n'est-ce pas, de devant vers derrière, et pas de derrière vers devant, parce que si on le fait, on peut ramasser les entérobactères de l'orifice anal et les amener au niveau, n'est-ce pas, du méa urétral. Respecter le microbiote vaginal, ça aussi c'est extrêmement important, pas de toilette intime, n'est-ce pas? Et se ménager aussi. Le stress et le surmenage aussi, ça joue beaucoup sur le système immunitaire, donc favorise la survenue de certaines infections. Et surtout, ne pas faire des essais BU sans raison. Ça aussi, ça a évité. Il y a énormément de patients qui ont tendance à faire des essais BU qui vont revenir positifs et ça les stresse. Et le stress va encore entretenir l'infection, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément nécessaire dans la cystite récidivante. Voilà ce qu'il faut recommander en première intention comme mesure. Maintenant, si ça ne passe pas, on peut les traiter au cas par cas. Voilà. Donc, pour la cystite récidivante, on la traite avec la phosphomycine, le premier épisode. Maintenant, après, il y a des protocoles d'antibioprophylaxie de cystite récidivante qui sont proposés. Il y a quand même assez de protocoles d'antibioprophylaxie. Par exemple, ici, lorsqu'il s'agit d'une cystite postcoïtale, on recommande de prendre des antibiotiques 2 heures avant et 2 heures après le rapport sexuel. Dans les autres cas, on peut utiliser la phosphomycine trométamol, n'est-ce pas, tous les 7 jours en guise d'antibioprophylaxie ou du cotrimoxazole en guise d'antibioprophylaxie. Voilà. Donc, en conclusion, professeur, je dirais que les infections urinaires, c'est quand même des infections qui sont extrêmement fréquentes dans pratiquement toutes les spécialités, qu'elles soient chirurgicales ou médicales. Et les facteurs de risque sont connus, hein, c'est le sexe féminin, les gestes invasifs, certaines comorbidités, etc. Et le diagnostic est essentiellement clinique, vraiment avant tout clinique. La microbiologie ne permet que de documenter le germe s'il s'agit d'une pyélonéphrite, n'est-ce pas, et de réadapter l'antibiothérapie. Et il est extrêmement important d'utiliser les bandelettes urinaires pour poser le diagnostic d'une cystite, ou en tout cas aussi participer au diagnostic positif de la pyélonéphrite. L'antibiothérapie probabiliste doit avant tout viser les entérobactéries, surtout le Escherichia coli, parce que c'est les entérobactéries qui sont les plus responsables d'infections urinaires. Maintenant, ce qui pose problème actuellement, nous le savons tous, c'est l'émergence de bactéries multirésistantes
essentiellement due à la mauvaise utilisation des antibiotiques en médecine humaine et ailleurs aussi. N'est-ce pas? Ce qui fait qu'on commence à avoir de plus en plus des infections urinaires communautaires à bactéries multirésistantes. Pour dire que maintenant, il n'y a pratiquement plus de frontières en termes de BMR entre l'hôpital et la communauté. Mais la prévention est possible et très simple par des mesures d'hygiène simples et surtout l'hydratation. Le fait de boire beaucoup d'eau et d'éliminer les urines, ça participe vraiment à la prévention des infections urinaires. Donc, ce que nous avons utilisé comme référence, c'est ça, hein, le Guide national d'antibiothérapie du Sénégal et quelques autres, notamment le IPILI, les recommandations de la SPILF, la SFAR et le IPOPI et quelques autres études parcellaires. J'en ai fini, professeur, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, mon commandant. Très bien. Vous avez fait exactement près de 35 minutes. Très bien, merci beaucoup. Si nous avons commencé avec 70 personnes connectées, on était maintenant à 151 personnes. Je pense que le sujet est vraiment d'actualité très intéressant. Je vais juste essayer de rassembler, de dire quelques mots en résumant avant de donner la parole à la communauté pour qu'elle agisse. Je pense que mon commandant a bien introduit le sujet en disant, d'abord en commençant par les généralités sur les infections urinaires qui sont d'actualité, qui touchent plus de 250 millions de cas dans l'année, c'est très important, et qui est vraiment très fréquent, surtout chez les femmes. Donc, c'est un sujet d'actualité. Et pour nous, microbiologistes, c'est surtout les entérobactéries, et en particulier Escherichia coli, qui est l'espèce la plus rencontrée dans ces infections urinaires. En plus, il a parlé des signes cliniques. D'abord, les généralités sur les signes cliniques, la cystite, la prostatite, les pyélonéphrite, et aussi qui sont des diagnostics essentiellement cliniques. Maintenant, pour la paraclinique, les laboratoires essentiellement, je pense que notre examen de routine est le plus préféré. C'est l'examen cytobactériologique des urines de ce pays, qui est vraiment la plus pratiquée et qui devrait se faire au moins après avoir que les urines aient séjourné au moins 4 heures dans la vessie. Et cet examen doit être accompagné par une indication et par les médecins traitants. Ensuite, il a parlé des différentes formes, et cette fois-ci avec les antibiotiques qui sont classiques pour ces différentes formes, et en commençant par la colonisation, donc, ensuite les infections urinaires simples, la cystite simple, les pyélonéphrite, les infections urinaires à risque de complications, les pyélonéphrite à risque de complications et les infections urinaires graves, hein, avant de finir par les cystites récidivantes. Donc, tout ça ont été les différentes formes avec les différentes molécules appropriées pour le traitement de ces différents cas. Donc, en conclusion, il a rappelé encore l'intérêt, encore la fréquence importante des infections urinaires, surtout chez nos sœurs, et aussi l'émergence maintenant des bactéries multirésistantes dans les traitements de ces infections urinaires et qui sont aussi de plus en plus importantes, d'où on voit l'intérêt du sujet. Mais ces infections urinaires aussi peuvent aussi être facilement prévenues lorsqu'on y applique souvent l'hygiène et surtout encore, il faut boire beaucoup d'eau et beaucoup uriner. Voilà. Voilà brièvement quelques résumés par rapport à la présentation du commandant Diop. Et nous passons maintenant la parole. Nous avons plus de temps encore pour les questions-réponses et nous allons passer à la communauté pour les questions. Je vais commencer par Mamadou Lamine Dia. Mamadou Lamine Merci, Dia, vous avez la parole. merci, professeur. Donc, je félicite mon cher maître Dr Moustapha, hein, pour la présentation qui a vraiment été claire. Donc, moi, c'est Dr Mamadou Lamine Dia. Donc, je suis médecin infectiologue au service des maladies infectieuses de Fann. Je profite aussi de l'occasion donc pour remercier Dr Moustapha, donc qui a participé à ma formation dans le cadre aussi du d'IDS. Donc, j'avais juste une question. C'était par rapport à la définition de la colonisation. Je pense que j'ai bien compris. Donc, quelle que soit la nature du germe qui a été retrouvée au niveau des urines, dès l'instant qu'il n'y a pas de symptômes, bon, on considère que c'est une colonisation. Je sais que dans le cadre d'IDS, quand on faisait le cours sur les infections urinaires, bon, on avait l'habitude de prendre la cystite chez la femme jeune comme type de description. Ensuite, on avait des formes cliniques. Et dans les formes cliniques, il y a certaines, en tout cas,
article où on définissait quand même, on parlait de certaines formes asymptomatiques dans le cas des infections urinaires où certaines avaient des infections urinaires qui étaient asymptomatiques. Donc moi, mon problème, est-ce que le fait de considérer cette définition par rapport à la colonisation, est-ce qu'on ne va pas passer à côté de certaines formes d'infections urinaires asymptomatiques ou bien, on ne peut plus parler en fait d'infections urinaires asymptomatiques? Moi, c'était ma question par rapport à ça. La deuxième question, c'était par rapport aussi à chez la femme enceinte. Bon, par rapport aux facteurs qui expliquent, en tout cas sur le plan, on va dire physiopathe ou physiologique, qui fait que la femme est exposée à certaines infections. On sait que l'utérus gravide, il est dextrogir, il peut comprimer l'urétère, bon, entraîner, si vous voulez, une stase des urines, infection urinaire, mais également pyélonéphrite. Mais quels sont les autres, on va dire, facteurs? Est-ce que c'est des modifications hormonales qui vont agir sur le péristaltisme des urétères, entraîner une stase? Quelles sont les autres, en tout cas, modifications qui ont été mises en évidence sur le plan, on va dire, hormonal, en dehors, en tout cas, de la déviation voilà, de la déviation de l'utérus qui pourrait entraîner une compression, en tout cas des urétères côté droit. La dernière question, c'était par rapport à, c'était par rapport à l'antibiothérapie. Ouais, par rapport au contrôle. Je pense que quand on faisait la fois passer la science sur la colonisation, il y a le docteur Moustapha qui nous disait que les gens ont parfois l'habitude de faire des ECBI de contrôle qui ne se justifient pas. Là, on est en train carrément de parler des infections urinaires. Je voudrais qu'il nous rappelle dans quelle situation vraiment on pourrait amener à faire un ECBU de contrôle. Vu que vous avez dit que la fois passée, si on traite et qu'il n'y a plus de symptômes, il n'y a pas vraiment nécessité de refaire un ECBU. Mais dans la pratique, on sait qu'il y a des gens qui font des contrôles, ils se retrouvent avec des nouveaux germes, ils se remettent encore à traiter. Donc, dans ces cas précis, dans quelle situation vraiment on est amené à faire des ECBU de contrôle? Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Ah, merci, Mamadou, docteur Dia. Je pense que peut-être qu'on va demander à la communauté de se limiter à 2 questions chacune d'abord pour qu'il y ait plus de personnes qui posent des questions. Merci déjà. Et je rappelle les questions pour le commandant. Docteur Dia voulait savoir, est-ce que la définition encore de la colonisation, si vous pouvez un peu revenir là-dessus? Et aussi, un deuxième point, chez la femme enceinte, est-ce qu'il y a d'autres facteurs hormonaux qui pourraient expliquer aussi la fréquence élevée des infections urinaires chez la femme enceinte? Et aussi, une de vos interventions, vous aurez aussi dit les circonstances dans lesquelles on devrait faire le contrôle de l'SCPI. Voilà. Merci, commandant, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, et merci, docteur Dian, pour tes interventions et l'intérêt porté à la présentation. Donc, je vais rapidement répondre. Pour les infections urinaires asymptomatiques, je crois que c'est un terme qui n'existe pas, ou en tout cas n'existe plus, parce que vraiment, ce qui est actuel, ce qui est retenu dans les définitions, c'est les formes cliniques que j'ai données dans le cours, hein, colonisation, infection urinaire simple, AS de complications graves, cystites récidivantes. En fait, du moment où c'est asymptomatique, ce n'est plus une infection urinaire. Donc, infection urinaire asymptomatique, ça n'existe pas. Du moment que c'est asymptomatique, ce n'est plus une infection urinaire. Donc, lorsqu'il n'y a pas de symptômes, on retient une colonisation. Une colonisation, c'est tout. Mais infection urinaire asymptomatique, vraiment, ça n'existe pas. Maintenant, chez la femme enceinte, je pense que tu as déjà donné beaucoup de facteurs qui expliquent le fait que la femme enceinte, que la grossesse soit un facteur de risque d'infection urinaire. Mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle l'imbibition hormonale. Les femmes enceintes sont imbibées d'hormones, n'est-ce pas, qui vont entraîner une atonie généralisée. Généralisée, comme vous le disait un de nos enseignants, là, une femme enceinte, elle est ralentie, tout est ralenti, y compris la vessie. Voilà, donc cette motilité là, de la vessie qui est ralentie va empêcher une évacuation normale des urines. Et la stase urinaire dans la vessie aussi, c'est un facteur de risque, n'est-ce pas, d'infection urinaire. Maintenant, en plus de ça, il y a la grossesse qui comprime la vessie. Voilà, le fait que la grossesse comprime la vessie aussi, ça entraîne une accumulation des urines dans la vessie. Et en plus, il y a l'humodépression. La grossesse, c'est quand même un facteur d'humodépression. Et quand on est humodéprimé, on est plus susceptible à faire des infections. Pour les ECBE de contrôle, effectivement, ECBE de contrôle, en principe, ça ne doit pas se faire lorsqu'on met un traitement, une antibiothérapie et que ça marche.
Si cliniquement on voit que notre patient va très bien, inutile de faire un ECB de contrôle. Par contre, si je mets le malade sous antibiothérapie et que 72 heures, 4 jours après, elle continue à avoir les symptômes, dans ce cas, il faut aller faire un ECB de contrôle pour voir est-ce que le profil n'a pas évolué, est-ce qu'il n'y a pas un autre germe, est-ce que. Mais du moment où l'évolution est favorable sous antibiothérapie, il n'est pas indiqué de faire un ECBU de contrôle. Au moins, c'est ça. Et donc, encore une fois, une infection urinaire ne se dépiste pas. Un patient qui n'a pas de signe fonctionnel urinaire, inutile de lui faire un ECBU, sauf si peut-être c'est quand il veut faire une chirurgie urologique ou femme enceinte, ou voilà. Merci, professeur. Merci beaucoup, Dr. Job. J'espère que là, docteur, déjà vous avez compris les réponses, vous êtes satisfait. Nous passons Oui, la oui, parole. oui, j'ai compris. J'ai posé la question de la notion des infections urinaires asymptomatiques parce qu'il nous arrive de temps en temps, dans le cadre de la recherche, en fait, d'un point de départ d'une infection. On se retrouve avec un sepsis, avec un foyer pulmonaire ou ailleurs. Maintenant, dans le cadre de la recherche d'une porte d'entrée, on fait un ECBI, on tombe sur un germe. Par En exemple, une principe, infection. en principe, ça, c'est pas à faire, hein, vraiment. Ce qu'on fait là, souvent, bon, ce fameux bilan infectieux, dès que le malade chauffe, on fait du tout, hémoculture, systématiquement ECBU. En principe, c'est pas une bonne pratique. Le CBU ne doit D'accord. être demandé que s'il y a des signes fonctionnels urinaires, même si le malade chauffe. Maintenant, après, il y a des exceptions. Un malade qui est dans le coma, il ne peut pas nous expliquer est-ce qu'il a des signes fonctionnels urinaires ou pas. Un malade qui a une démence, ou voilà, dans ces situations-là, ça peut justifier le fait de demander le CBU. Mais quelqu'un qui a sa tête, qui peut bien expliquer ses symptômes, qui n'a aucune symptomatologie urinaire, même s'il a un foyer infectieux ailleurs, même s'il a une fièvre, dans la recherche de porte d'entrée, le CBU n'en fera pas partie parce qu'une infection urinaire, ça parle. Donc, s'il n'y a pas de symptômes urinaires, en principe, on ne doit pas faire un ECBU. Parce que si on fait un ECBU et qu'on tombe sur un germe, on reste dans la définition de la colonisation. Ça peut même nous égarer. On peut Ouais. aller tenter à traiter une colonisation alors que le problème est ailleurs. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, mon commandant. Nous passons la parole à Dr. Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Là, vous me recevez? Ah, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, ce Très qu'on va bien. faire, docteur Ndiaye, je vais prendre les questions de trois personnes déjà, vous, Prof. Maïga et Prof. Sarr, et après, on va donner la parole au commandant Job. Voilà, Très donc vos bien. questions, s'il vous plaît, Babacar Ndiaye. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter mon ami frère, le docteur Moustapha Diop, pour cette excellente présentation. Ceci est une mise à jour sur ce qui concerne les infections urinaires, en tout cas qui constitue un des motifs les plus fréquents de la fréquentation au laboratoire de microbiologie. C'est le quotidien du microbiologiste. Alors, c'est pas un genre de présentation que nous avons l'habitude de voir au niveau des séances écho, donc, mais c'est aujourd'hui quelque chose de très important. Il est important de temps en temps de retourner vers les bases pour pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender les questions auxquelles nous faisons face au jour le jour. Alors, moi, en tant que microbiologiste, mon intervention va porter sur la notion de colonisation en tant que acteur du laboratoire. Souvent, c'est une question à laquelle nous nous heurtons du fait que souvent les informations qui sont fournies dans les prescriptions ne sont pas complètes. Euh, Souvent, par exemple, si c'est un malade qui doit subir une opération en urologie, souvent le microbiologiste n'a aucune idée pour pouvoir faire la part des choses et voir dans quel cadre il faudra sortir telle bactérie et ou bien telle bactérie. Voilà, les femmes enceintes, souvent, si c'est au-delà du cinquième mois,
toutes ces informations ne sont pas bien fournies. Donc, ici, ce ne sera pas une question, mais ce sera plus un appel aux prescripteurs de pouvoir donner les informations nécessaires qui guideront en tout cas le microbiologiste pour pouvoir faire la part des choses. Parce que souvent, quand nous rendons un antibiogramme, nous disons que ce doit être rendu et que nous rendons un antibiogramme. La plupart du temps, derrière, il y a une antibiothérapie qui est démarrée sur la base de cet antibiogramme. Et ça, c'est des pratiques qui peuvent encourager la résistance aux antimicrobiens. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour demander aux cliniciens de donner les informations, mais aussi devant des cas comme ça, de ne pas hésiter à discuter directement avec le biologiste avant d'envoyer peut-être le malade au laboratoire. Ça nous permettra de faire la part des choses entre tout ce qui est colonisation et tout ce qui est infection réelle. Je vous remercie et encore toutes mes félicitations au docteur Moustapha Diop pour cette excellente présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bakar Ndiaye. Merci beaucoup. C'est un ajout. Nous passons la parole à professeur Aminata Maïga. Bonjour tout le monde. Merci à Dr Diop pour cette belle présentation. Et, je suis le docteur Aminata Meiga. Je suis microbiologiste, médecin biologiste au CHU du Pont-J. Donc, je voudrais intervenir juste sur les cystites récidivantes chez les femmes. C'est de dire, d'insister en fait sur la prévention et sur l'hygiène, particulièrement sur l'hygiène, que ça soit alimentaire, que ça soit sur les pratiques. Parce que c'est ce qui fait que très généralement les femmes on a des pratiques traditionnelles que les femmes utilisent souvent et nous avons également l'hygiène qui n'est pas suffisante chez certaines femmes. Et c'est pour cela que je voudrais juste demander d'insister sur la prévention chez les femmes qui ont une cystite récidivante. Voilà. Encore merci et merci également pour le modérateur. Merci beaucoup, professeur Maïga. Aussi, nous passons la parole à Ibrahim Assar. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir. C'est Ibrahim Assar, étudiant en urgence de gestion des catastrophes. J'avais juste une question par rapport à l'exposé, cette brillante exposé de docteur Diop. Par rapport à la SIRIS, sepsis et SOC-septique, est-ce que vous pouvez revenir sur ça, donner les différentes définitions et les définitions qui sont valables? Autre chose, moi, ce que j'ai compris dans tout cet exposé-là, c'est qu'on ne doit pas traiter des chiffres, on doit traiter le malade. Comme vous l'avez si bien dit, si le malade n'a pas de signes en rapport avec une cystite ou bien une infection urinaire d'une manière générale, quel est l'intérêt de faire l'examen? Donc, il faut qu'on arrête de traiter des chiffres, mais de regarder ce que le malade présente. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Ibrahim Assar. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons la parole au commandant Diop pour qu'il vienne sur quelques commentaires aussi, essayer de répondre aux questions d'Ibrahim Assar. Peut-être Diop, vous avez la Professeur, s'il vous parole. plaît, professeur Diarra, s'il vous plaît, une petite question. OK. S'il vous plaît, allez-y. Voilà, C'est qui? voilà, c'est Wopaba à Conakry. Et je retrouve mon professeur Bassirou Diarra qui m'a donné des cours au BAMS en 2014-2015 avec professeur Koné. Ma question s'adresse d'ailleurs à vous. Je voulais vraiment, ce mois, c'est un mois destiné pratiquement à la rame. J'ai fait une formation avec l'Institut Pasteur de Paris. J'ai eu le certificat sur la rame. Global Health avec l'Institut Pasteur de Dakar également, j'ai eu un certificat sur la rame. Je vais vous poser une question. Dans le cadre de la gestion des données, est-ce que, en dehors du Sénégal, qui a un système de surveillance de la rame appelé 4S, en dehors du Burkina Faso, est-ce que les autres pays d'Afrique de l'Ouest ont un système de surveillance de la rame? Par exemple, en Guinée, j'ai demandé ici à l'INSP, on me dit oui, on a un système de surveillance, mais les cours que j'ai suivis, je n'ai pas vu la Guinée dedans.
Je n'ai pas vu le Mali dedans. Donc, est-ce qu'en dehors du Burkina et du Sénégal, les autres pays d'Afrique de l'Ouest ont un système de surveillance de la rame? Je vous remercie. Merci beaucoup, Wapaba. Ça fait plaisir aussi de vous voir après le cours de BAMS il y a plusieurs années. Merci beaucoup. OK. Commandant Job, nous retirons la parole. Docteur Job, Je sais, votre micro est fermé. mais Votre micro est fermé. Oui, vous m'entendez, oui. Merci Oui, beaucoup. maintenant on vous entend, oui. Voilà, donc je pense qu'il y a deux commentaires du professeur Magda ou du docteur Babacar et une question sur le stress. Bon, peut-être je vais juste rebondir sur le commentaire du docteur Babacar et puis répondre à la question. Effectivement, je pense que c'est l'éternel plantant, comme je le disais, aux cliniciens que nous sommes, qu'on ne renseigne pas correctement les bulletins et tout. Je pense que ça, c'est un très grand chantier. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ces pratiques, mais c'est vraiment nécessaire, quoi, de bien renseigner les bulletins d'analyse. Maintenant, je pense, à mon avis, hein, qu'en tant que microbiologiste, l'idéal, c'est que le bulletin soit bien renseigné, mais si ce n'est pas bien renseigné, de juste rendre à celui qui a demandé l'examen que j'ai isolé telle bactérie dans les urines, et il faut confronter ça avec les données épidémiologiques et cliniques que vous avez. Maintenant, lui, quand il aura son germe là, il va voir est-ce qu'il avait demandé dans le cadre d'un dépistage à partir du quatrième mois chez la femme enceinte, est-ce que c'était un bilan préthérapeutique, enfin, avant l'intervention, ou est-ce que réellement il était symptomatique. Ce que je dis là, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de bien renseigner, mais je pense qu'en tant que microbiologiste, c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que, comme on avait dit, le diagnostic d'une infection urinaire, c'est clinique. C'est clinique. Voilà. Donc, le microbiologiste qui n'a pas toutes ces informations sur le plan clinique ne pourra pas poser le diagnostic de l'infection urinaire. Ce qu'il pourra dire, c'est que j'ai trouvé telle bactérie dans les urines, point final, et que c'est à vous de voir par rapport aux données cliniques et épidémiologiques que vous avez. Voilà. Voilà. Maintenant, concernant la définition des états infectieux, il faut savoir que les définitions ont changé depuis 2016. Maintenant, avant ça, c'est le stress qu'on utilisait, syndrome de réponse inflammatoire systémique. Quand on disait que lorsqu'on a une fièvre à plus de 38,3, une hypotension, une fréquence respiratoire supérieure à, je me rappelle bien, 20, hyperleucocytose à plus de 12 000 ou bien leucopénie à moins de 4 000. Donc, si on a ces deux éléments-là associés à un foyer infectieux cliniquement suspecté ou microbiologiquement documenté, on parle de sepsis. Après, on avait même sepsis sévère, n'est-ce pas? Et puis après, choc septique. Mais ces définitions-là ont changé. Euh, le sepsis se définit avec le SOFA, le SOFA au complet qui prend en compte beaucoup de paramètres cliniques et biologiques. Voilà. Et puis même sur le monitoring là, que les réanimateurs utilisent, la fraction inspirée d'oxygène, etc. Mais pour être simple, pour le médecin qui est à Fongolémie ou en tout cas dans une zone rurale, on peut rapidement utiliser le kick SOFA qui ne prend en compte que trois paramètres cliniques, la conscience, la fréquence respiratoire et la tension artérielle. Donc, c'est les trois organes nobles, le cœur, le cerveau et l'appareil respiratoire, c'est tout. Donc, si on a une défaillance de deux de ces organes-là, plus une infection cliniquement suspectée ou microbiologiquement documentée, dans ce cas, on parle de sepsis. C'est ça l'actuelle définition. Voilà, un sepsis égale foyer infectieux cliniquement suspecté ou microbiologiquement documenté associé à un quick SOFA supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire que si le malade a une conscience, enfin un Glasgow inférieur à 13, hypotension artérielle systolique de moins de 100 mm de mercure ou une fréquence respiratoire supérieure ou égale à 22 cycles par minute. Si j'ai deux de ces éléments-là, plus un foyer infectieux, je parle de sepsis. Maintenant, le choc septique, c'est quand le remplissage par des cristalloïdes ne permettront pas de corriger l'hypotension qu'on a dans le sepsis. Dans ce cas, on est en choc septique, on n'est plus en sepsis. Du moment où on aura besoin d'utiliser les drogues vasoactifs, là, tout ce qui est noradrénaline ou dopamine, pour relever la tension, dans ce cas, on parlera plutôt de choc septique. Voilà. Donc, c'est le sepsis qui, s'il n'est pas correctement pris en charge,
va évoluer vers un choc septique. Mais la frontière est assez étroite. C'est juste quand le remplissage ne permet pas de corriger l'hypotension. C'est dans ce cas qu'on parlera de choc septique. Voilà, je pense que c'était ça les questions. Professeur, Oui, merci. merci, commandant. Merci beaucoup. Je pense que par rapport à la question de Wapaba, c'est une question d'actualité très importante. Je pense qu'y compris le Mali aussi, nous avons aussi un système de gestion des données de la résistance aux antimicrobiens. Une des responsables est là, docteur Awa Sanogo. Je ne sais pas si docteur Awa voulait dire quelque chose par rapport à ça. Sinon, on passe. Il y a d'autres questions qui sont, d'autres personnes qui veulent intervenir. Euh, notre maître, professeur Senaboulo, ensuite professeur Goïta Drissa. Voilà. Commençons par professeur Lo. Oui, merci beaucoup, professeur Bassirou. Merci également à Dr Moustapha Diop pour cette belle présentation, ce sujet qu'il maîtrise bien. Et je pense que nous tous, nous avons beaucoup appris par rapport à ce qu'il nous a délivré comme message. Je reviens juste sur quelques éléments. Il y a quelqu'un qui l'a déjà soulevé, c'était le remplissage des bulletins de patients. Parce que en réalité, même si au niveau du laboratoire, si on se contente juste de faire l'analyse, de donner le nom de la bactérie et l'antibiogramme, si cet antibiogramme ne sera pas utilisé par ce clinicien, moi je considère ça comme du gâchis. Et donc, toujours, on aura besoin de toutes les informations pour rationaliser ce qu'on utilise comme intrant. Parce que nous savons que nous tous, nous sommes dans des labos où les ressources ne sont pas au complet. Et donc, ce serait bien d'avoir toutes les informations pour savoir où est-ce qu'on va et est-ce que le résultat que nous allons rendre au clinicien, ce résultat-là sera utilisable et bénéfique pour le patient. L'autre point, c'est peut-être une question parce qu'il a parlé de quand on a une cystite ou bien une pyélonéphrite, on peut juste se contenter de faire la bandelette urinaire et puis s'il y a des nitrites, le clinicien peut traiter. Moi, mon inquiétude, c'est par rapport à l'émergence des bactéries résistantes. On sait maintenant que les bactéries responsables d'infections urinaires deviennent de plus en plus résistantes, voire même multirésistantes. Et donc, si on se contente juste de la bandelette, le fait de traiter, est-ce que ça n'augmente pas déjà l'échec thérapeutique, mais également la survenue d'autres résistances par rapport à ces bactéries-là qui sont résistantes? Euh, Autre élément, c'est par rapport à la phosphomycine. Il l'a mentionné quelque part sur la cystite avec une dose unique. Cette phosphomycine également en contexte sénégalais que je maîtrise beaucoup, je pense que ce n'est pas toujours accepté dans les, dans les structures dans les hôpitaux. Donc, c'est une molécule qui n'est pas tout le temps disponible. On va désactiver. Donc, c'est une molécule qui n'est pas tout le temps disponible. Et donc, moi, j'aurais proposé peut-être qu'on fasse une revue de tous les antibiotiques qui sont disponibles et qui peuvent nous permettre de traiter nos infections urinaires et qu'on fasse un algorithme en fonction de ce que nous avons de disponible dans nos pharmacies. Le microbiote vaginal également, il a parlé de ça, c'est très important. Les dames, de plus en plus, elles utilisent n'importe quel type de produit et que ces produits détruisent la flore vaginale également. Et le fait que cette flore soit détruite, ça peut euh, augmenter la survenue d'infections, d'autant plus que ces infections sont beaucoup plus fréquentes chez les dames. L'autre élément, c'est par rapport à la... Voilà. C'est juste une question de curiosité. Par exemple, la cystite post-coïtale, c'est quelles peuvent être, en fait, quelles sont les, pas indications, mais parce qu'en réalité, c'est un terme que j'entends pas trop. Donc, si vous pouvez peut-être revenir sur la survenue de cette cystite post-coïtale, parce que si c'est le conjoint qui est infecté, est-ce que c'est une infection qui est avérée ou bien, en tout cas, comment ça se passe?
C'est une question que je vous ai posée. Et je terminerai par réitérer mes remerciements et mes félicitations à l'endroit du docteur Diop. Je pense que je l'ai rappelé au début de la session. Et là, quand je regarde le nombre de patients, nous sommes toujours à 145. Et donc, pour dire que tout le monde est resté constant parce que c'est vraiment la richesse du thème. Et vraiment, merci pour cette générosité, merci pour ce partage. Et je pense que nous tous, nous devrons œuvrer pour ça. Et c'est ça la science. Il faut vraiment faire des mises au point parce que nous sommes tout le temps dans les structures de santé et on n'a pas le temps d'échanger beaucoup. Et je pense que ces moments, ce sont des moments d'échange. Et c'est sûr que chacun de nous a appris quelque chose aujourd'hui. Merci encore, docteur Diop. Merci également à ECHO et merci à l'Association sénégalaise de microbiologie. Merci, professeur Lo. Nous passons la parole au professeur Goïta Drissa. Bonjour, bonsoir, selon votre position. Ok, merci, professeur Bassourou Diarra. Voilà, une petite rectification en commençant. Je suis docteur Drissa Goïta, infectiologue en service, au service de médecine dans le CHU Mère-Enfant, le Luxembourg de Bamako. Voilà. Avant de commencer, je remercie le docteur Diop pour cette brillante présentation. Et ça ne m'a pas surpris, on était ensemble à Bogo pour le DI d'antibiothérapie en Afrique subsaharienne. Je le félicite. Je le remercie beaucoup pour cette brillante présentation. Voilà, je voulais réagir par rapport à la question de bas de Guinée-Conakry. À savoir, est-ce qu'il y a un système de surveillance de la rame au Mali? Oui, il y a un système de surveillance de la rame au Mali et presque dans la plupart des structures de santé au Mali. Chaque année, on publie les résultats dans un bulletin d'information sur la surveillance de la rame au Mali. S'il est intéressé, j'ai 2 bulletins, je pourrais lui envoyer ces bulletins. Alors, on en a parlé aussi par rapport à la colonisation. Effectivement, normalement, nous, on ne devait pas faire des prélèvements qu'on nous dise que c'est une colonisation, sauf si dans les cas exceptionnels. Par exemple, c'est un patient où on veut faire une intervention sur l'arbre urinaire, donc on pourrait demander le CBI pour voir s'il y a une infection qui est là. Voilà. Sinon, en temps normal, on ne devait pas voir ces situations. Parce que nous, la clinique, c'est pas sur les symptômes. S'il n'y a pas de symptômes, pourquoi faire des prélèvements et aller chercher des microbes? Vraiment, c'est souvent aberrant de notre part de les faire. Il faut le reconnaître. Je suis entièrement d'accord avec les microbiologistes par rapport au renseignement clinique. Vraiment, il faut le reconnaître. Il y a très peu de renseignements cliniques quand on demande les examens complémentaires. Et j'ai toujours dit à nos étudiants que les renseignements cliniques sont aussi plus importants que le résultat de l'examen. Parce que quand vous n'avez pas de renseignements cliniques, l'examinateur même ne pourrait même pas bien examiner. Même si c'est l'imagerie médicale, s'il n'y a pas de renseignements cliniques pointus, l'examinateur va passer à côté. Vraiment, j'exhorte tous les cliniciens qui sont sur plateforme, qui sont à l'écoute, vraiment de fournir beaucoup d'efforts et de renseigner, bien renseigner les bulletins. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Goïta. Nous passons la parole à Bissoum Sam. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Bonjour à toute la communauté. Merci beaucoup, professeur Bassero. Merci à tous. Merci à ECHO, au commandant Diop pour la belle présentation. Merci pour sa partage d'expérience. Moi, je suis docteur Bissoum Sambouba. Je suis au niveau de l'OMS, Bureau Pays Sénégal, et je coordonne les activités du programme de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens au niveau du Sénégal. J'avais déjà une question pour mon commandant. Bon, je pense que pour la présentation, si j'ai bien suivi, il a juste présenté des cas d'infection urinaire bactérienne. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est des infections
à Candida, par exemple, ou bien à champignons. Et quelles sont les mesures à prendre et au niveau du laboratoire, quelles seront les indications qui vont orienter le biologiste à savoir si c'est une infection bactérienne ou bien à champignons. Pour l'autre question, ce n'est pas une question, c'est juste apporter des précisions par rapport à une question qui a été soulevée. J'ai mis des réponses dans le chat. C'est pour vraiment préciser que pour le Sénégal aussi, on se bat à mettre en place et en œuvre un système de surveillance de la RAM. Je pense que les gens de la DEL sont dans ce panel. Et c'est vrai que pour le réseau 4S, c'était un projet que l'Institut Pasteur était en train de mener sur les sites de surveillance sentinelle de la grippe, qui sont les sites 4S. Et là, on avait essayé de mettre en œuvre, d'essayer de faire des études pilotes pour mettre en place la surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Je pense que au niveau national, c'est des œuvres qui nous attendent au niveau de la direction des laboratoires et tous les autres secteurs pour pouvoir mettre en place un système de surveillance intégré de la résistance aux antimicrobiens. C'était juste une précision. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, docteur Bessoum. Avant de remettre la parole à docteur Diop, nous passons la parole à notre maître, cher maître, professeur Matar Kamara. Professeur Kamara, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, professeur Diarra. Et bonjour à tout le monde. Désolé, hein, j'ai raté vraiment la présentation. J'avais des contraintes parce que je suis hors du Sénégal. Je rentre aujourd'hui d'ailleurs ce soir. Donc, vraiment, je me réjouis des réactions des différents participants qui magnifient vraiment la qualité de la présentation de Dr Diop. Donc, cela ne me surprend guère, hein. Dr Diop est connu pour quelqu'un de très pertinent dans ses euh, euh, contributions et à beaucoup de guides d'antibiothérapie du Sénégal. Il y a un sens pour revenir un peu au bulletin C'est un problème d'Internet avec le professeur Matar. d'analyse. Ok. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va Est-ce que vous maintenant. m'entendez maintenant? Oui, ça va D'accord, maintenant. ok. Oui, Désolé, hein, la connexion est instable. oui. Bon, je disais que je me réjouis hein, de la présentation, même si je n'ai pas pu apprécier, mais à travers les réactions des uns et des autres, j'ai pu constater la qualité de la présentation de Dr Diop, qui ne me surprend guère, hein, en le connaissant comme un brillant infectiologue qui a beaucoup contribué à la mise à jour du guide d'antibiothérapie du Sénégal. Et dans ce guide, nous avions proposé un bulletin, d'analyse microbiologique pour inciter les prescripteurs à vraiment mieux renseigner les bulletins. Parce qu'en microbiologie, on doit tenir compte de plusieurs paramètres dans l'interprétation des résultats. Toute présence de gènes, fût-ce une bactérie potentiellement ou bien impliquée dans plusieurs pathologies infectieuses, n'est pas forcément à prendre en considération. Donc, d'où l'importance, encore ce cri du cœur que nous lançons encore aux prescripteurs de nous aider, nous les microbiologistes, parce que nous n'avons pas toutes les données. Même si parfois on a les données cliniques, on n'a pas les autres paramètres biologiques qu'il faudrait également prendre en considération, autre que la microbiologie. Donc, ça vraiment aiderait. Bon, dans certains hôpitaux, bon, il y a un système d'intranet où tout est interconnecté. On peut avoir accès à toutes ces informations, ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos établissements de santé. Donc, autre chose également, je pense que le professeur Sénébolo a parlé de la phosphomycine. Je n'ai pas suivi la présentation. Bon, la phosphomycine peut être un choix. Voilà.
peut être un bon choix pour la prise en charge des infections de transmission urinaire. Mais le seul problème avec cette molécule, c'est que le taux de mutation des bactéries vis-à-vis de cette molécule est très élevé, lors de 10 puissance moins 4. Raison pour laquelle, en tout cas, c'est recommandé, en tout cas, nous les microbiologistes, nous recommandons que cet antibiotique soit associé à d'autres classes d'antibiothérapie. Au moins, limiter ce risque de résistance par mutation, qui est un phénomène normal chez les bactéries et qui est très élevé vis-à-vis de cette molécule. En tout cas, tous nos remerciements à l'équipe d'ECHO, aux responsables de la SOCEMIC et vraiment à toute la famille de la microbiologie, vraiment pour cette belle initiative, hein. Sans oublier aussi les cliniciens, les chirurgiens, les infectiologues, parce que nous devons travailler ensemble pour mieux prendre en charge la problématique de la résistance aux antibiotiques. Raison pour laquelle, encore, on appelle pour que dans les structures de santé, qu'on mette des comités d'antibiothérapie, des comités multidisciplinaires où il y a le microbiologiste, il y a le pharmacologue, il y a les cliniciens, les chirurgiens, etc., etc. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, cher maître, professeur Maktar. Merci beaucoup. Nous passons maintenant la parole au commandant Diop pour réagir à la question du professeur Lo concernant la cystite post-coïtale et aussi quelques suggestions du docteur Bissoum. Merci. Docteur Diop, vous avez la parole. Merci beaucoup et merci à tous les intervenants. Et nous remercions aussi notre maître, le professeur Camara, pour ces mots-là. Et voilà, donc, le professeur Senabou avait parlé de vraiment le fait de demander ou pas le CBU dans les cystites. C'est vrai que pour un intérêt de santé publique, ce serait peut-être nécessaire de savoir les bactéries là, qui sont responsables de cystites, est-ce que c'est des BML pour pouvoir les surveiller derrière, parce qu'il y a un objectif de surveillance derrière. Mais bon, en tout cas, dans la cystite simple, il faut vraiment un traitement probabiliste au départ, ne serait-ce qu'au départ. Maintenant, si vraiment on met ce traitement probabiliste et que les signes persistent là, il faut documenter. Il faut documenter parce que ça pourrait être en rapport avec une Escherichia coli BLSE. Et je crois même qu'il y a beaucoup de souches de Escherichia coli BLSE qui sont quand même sensibles à la phosphomycine. Il n'y a pas cette résistance associée. Donc, pour une simple cystite, le fait de le mettre associé à une boisson abondante, le fait de boire beaucoup d'eau aussi, ça pourrait participer à l'amélioration de ces symptômes. Maintenant, si ça persiste, allez documenter pour voir le profil de résistance et peut-être cet objectif de surveillance derrière. Voilà. Autre chose, pour la phosphomycine, bon, c'est vrai que, mais en tout cas, nous, ici, c'est disponible à Dakar, peut-être, je ne sais pas, mais je sais que la phosphomycine, quand même, il y en a dans le pays. Et comme l'a dit le professeur Maktar, avec ce risque de mutation-là, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les couples antibiotiques bactéries à risque, la phosphomycine administrée seule sur une entérobactérie. Donc, il y a une probabilité de mutation qui est plus élevée. Et c'est pour ça qu'il n'est pas commercialisé sous forme seule, hein. C'est associé au trométamol, commercialisé sous le nom de Monuril. Et c'est disponible dans les pharmacies. En tout cas, nous, c'est ça qu'on utilise pour traiter nos patients qui ont une cystite, que ce soit une cystite simple à risque de complications. C'est quand même disponible dans les pharmacies. Maintenant, c'est vrai que la mise à jour des listes d'antibiotiques disponibles au Sénégal, ça aussi c'est extrêmement important. Et je crois que beaucoup d'acteurs ont leur rôle à jouer, que ce soit l'ARP, la PNA ou même microbiologistes et cliniciens aussi. Parce que nous, si on n'a pas l'habitude, en tant que clinicien, on n'a pas l'habitude de prescrire certains antibiotiques, comme la phosphomycine ou en tout cas d'autres classes d'antibiotiques hein, que je ne vais pas citer ici. Dans ce cas, au niveau central, ils ne vont pas commander parce que tout simplement, les habitudes de prescription ne sont pas là. Donc, d'où l'importance de connaître quel antibiotique il faut pour telle infection et qu'après, les commandes pourront suivre derrière. Mais ce n'est vraiment pas des antibiotiques de luxe. Je sais qu'avoir l'impenem est 1000 fois plus difficile que d'avoir de la phosphomycine trométamol. Et bon, c'est disponible en tout cas dans certaines pharmacies, dans beaucoup de pharmacies d'ailleurs.
Maintenant, pour la cystite postcoïtale, c'est tout simplement une cystite qui survient après les rapports sexuels, hein, parce que déjà, les rapports sexuels, c'est quand même des facteurs de risque d'infection urinaire, de cystite, surtout chez la femme, hein, quand c'est très fréquent, parce que quand les rapports sexuels sont fréquents, il y a quand même un risque de migration des bactéries vers l'urètre. Ça, c'est connu. Et puis des microtraumatismes quand la fréquence des rapports sexuels sont très élevés, des microtraumatismes qui vont aussi favoriser la pénétration de certains micro-organismes et certains aussi en pratiquant les rapports sexuels, utilisent certains produits comme les spermicides. Les spermicides, déjà, ça peut altérer le microbiote vaginal. Voilà, ça peut altérer le microbiote vaginal et dans ce cas, ça peut aussi favoriser la survenue d'infections urinaires récidivantes. Et c'est ça qu'on appelle infection postcoïtale. C'est des cystites, en général cystites, hein, qui surviennent à la suite de rapports sexuels. Voilà. Maintenant, il y a des moyens de prévention qu'on a donné, des antibiotiques avant et après, aspect étroit, pour prévenir lorsqu'on doit s'exposer à ces risques-là. C'était ça. Maintenant, pour la question du docteur Bissou, c'est vrai qu'ici, on a fait focus sur les infections urinaires bactériennes, hors IST. N'est-ce pas? On n'a pas du tout parlé des IST, tout ce qui est épidémie et tous les autres IST que vous connaissez. On a aussi parlé des autres étiologies d'infection urinaire. Mais effectivement, le candidat albicans ou non albicans, ou les candidats non albicans sont fréquemment responsables d'infections urinaires, surtout chez les patients diabétiques, ou en tout cas qui ont une immunodépression, les greffes rénales, ou en tout cas d'autres facteurs d'immunodépression. Et c'est les mêmes symptômes pratiquement. Donc, à chaque fois qu'on a une cystite, il faut toujours commencer par ce traitement probabiliste avec la phosphomycine trométamol pour viser le Escherichia coli parce que c'est ce qui est plus fréquent. Maintenant, si ça n'évolue pas, il faut aller documenter, voir est-ce que c'est une bactérie multirésistante ou bien est-ce que c'est une infection à Candida. Auquel cas, il faut traiter. Voilà. Mais bon, en général, souvent les candidats aussi, les infections urinaires à Candida sont très souvent dues à l'utilisation de beaucoup d'antibiotiques. On voit souvent des malades pour une colonisation. On les met sous antibiotiques de façon répétée et faire des essais de contrôle. À chaque fois qu'on fait un essai de contrôle, il y a un autre germe qui revient, on remet un autre antibiotique jusqu'à même mettre l'imipenem pour une simple colonisation. Et ça, le fait de mettre beaucoup d'antibiotiques est un facteur de risque de survenue d'infection à Candida. Voilà, donc ça va favoriser donc, les infections à Candida. Et dans ce cas, il n'est même pas recommandé de mettre un antibiotique. Il faut juste arrêter les antibiotiques et puis après, l'infection à Candida va disparaître avec. Voilà. Mais c'est vrai que dans la présentation, nous avons voulu faire focus sur tout ce qui est antibiothérapie des différentes formes cliniques d'infection urinaire, antibiothérapie probabiliste surtout. Maintenant, si ça persiste, allez documenter. Et si on documente et qu'on se rend compte que c'est un Candida aussi, il faut faire la prise en charge adéquate de cette infection à Candida. Voilà, merci beaucoup, c'était tout. Et je remercie de passer aussi mon docteur Goïta, hein, qui était avec nous de l'autre côté. Et merci, professeur, j'en ai fini. Merci beaucoup, commandant Diop. Merci beaucoup. Presque l'heure. On va prendre une dernière question. Sopna Dafé. S'il vous plaît, allez-y. Oui, merci. Bonjour, professeur. Bonjour à toute la communauté. Alors, moi, je voulais un peu revenir sur les infections à Candida, mais docteur Diop en a parlé. Mais bon, j'ai tenu à prendre la parole également pour le féliciter. Je suis médecin biologiste, je suis à l'hôpital principal de Dakar. Je suis également membre de l'équipe mobile d'antibiothérapie. Et c'est l'occasion vraiment pour moi, devant toute la communauté, de magnifier le travail que Dr Diop fait à l'hôpital. Donc, de magnifier ce dialogue clinico-biologique que nous avons et qui nous permet vraiment de délier bien des nœuds à l'hôpital. Je pense que l'équipe mobile, c'est un moteur qui est là. C'est un groupe de jeunes, j'avoue, qui fait un travail de façon bénévole, euh, sans aucune contrepartie, juste par passion pour la microbiologie, pour le bon usage des antibiotiques. Et c'est Dr Diop vraiment le grand moteur qui nous pousse toujours à aller de l'avant. Et c'est l'occasion pour nous et de le féliciter et de le féliciter tous les membres de cette équipe mobile qui abat un travail colossal. Je vois Dr Maguette, Dr Tracy,
qui sont dans le groupe. Vraiment, toute l'équipe, les pharmaciens, les hygiénistes, tout le monde. Donc, je leur rends hommage aujourd'hui et c'est pour témoigner vraiment du travail de qualité qu'ils sont en train de mener. Et par rapport à l'idée du professeur Capara, il a parlé d'un bulletin standard. Donc, c'était pour revenir sur ça. Chaque fois, les microbiologistes se plaignent. On revient tout le temps sur le fait que les cliniciens ne remplissent pas bien les bulletins, mais parfois, il faut qu'on s'arrête et qu'on voit les bulletins que nous proposons. Est-ce que c'est des bulletins qui sont adaptés au remplissage des renseignements cliniques? Je pense que c'est une réflexion que nous devons mener. Si ce n'est pas au niveau national, mais en tout cas au niveau de chaque hôpital, voir la partie où on met les renseignements cliniques. Est-ce qu'il y a la place pour que les cliniciens puissent mettre tous les renseignements? Et idéalement, comme le professeur Camara l'a dit, il faut orienter. Je pense qu'on devrait aller à proposer dans chaque laboratoire un bulletin microbiologie où nous disons aux cliniciens qu'est-ce que nous voulons savoir. Et il suffira juste de cocher les parties et de remplir les renseignements qu'il faut. Parfois, c'est une limite et c'est une piste de réflexion qu'il faudra mener dans chaque laboratoire et de proposer en collaboration et en discussion avec les cliniciens dans l'hôpital, voir comment améliorer les bulletins d'analyse pour que les renseignements dont nous avons besoin puissent être remplis. Donc, vraiment, je suis microbio, mais j'avoue que on tire tout le temps sur les cliniciens, mais c'est une réflexion parce que nous, on a essayé de sensibiliser nos cliniciens, on en a parlé. Et au moment de remplir les bulletins, c'est ce retour-là qui nous est parvenu. On nous dit, mais docteur, nous, on veut bien remplir, mais il n'y a pas assez de place. Et là, on est en train de réfléchir sur comment mettre un bulletin plus adapté et mettre même les renseignements dont nous avons besoin. Actuellement, on a un problème parce qu'on ne veut pas que ce soit trop long. Donc, on est en train d'adapter et de discuter tout le temps avec les cliniciens pour voir le bulletin qui sera le meilleur. Donc, vraiment, ce dialogue, merci beaucoup. Oui. donc, Merci merci vraiment. à tout le monde. Merci vraiment. Merci beaucoup pour ce cri de cœur. Nous redonnons la parole au commandant Diop pour ses mots de la fin, si possible, avant de clôturer cette session. Commandant Diop, vous avez quelques 2 à 3 phrases à dire. Oui, bon, remercier tout le monde, particulièrement le professeur Seynabou et vous-même, le professeur Camara, et en tout cas tous ceux qui ont eu à nous écouter aujourd'hui. J'espère que la présentation a été utile et que ça va avoir de l'impact sur vraiment la prise en charge de nos patients. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci beaucoup. Merci, commandant Diop. Professeur Awaba. Merci. Je vais avoir un écho, je vais venir. En tout cas, nous remercions tous les participants de la communauté ECO. Nous attendons ce genre de présentation qui nous permettent de nous renforcer, d'établir le dialogue clinico-biologique que nous voulons et de pouvoir corriger certaines pratiques. Donc, nous invitons à nouveau la communauté également, pourquoi pas l'hôpital principal Sokhna Daf, à présenter un cas pour les prochaines sessions d'écho sur la RAM. Merci à toute la communauté. Merci aussi également à Dr Diop, commandant Diop, pour sa présentation qui a été fortement appréciée. Merci également à professeur Bassirou du Mali. Nous invitons également les collègues du Mali, du Togo, de la Guinée, de la sous-région également à pouvoir partager des cas cliniques sur la RAM. À bientôt. Merci beaucoup, professeur Awa. Et je pense que même dans le chat, il y a beaucoup de questions, commentaires. Professeur Sika Doussoum, beaucoup de gens ont réagi. Je pense que le commandant Diop a essayé de répondre à certains moments. C'était vraiment animé. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette communication avec intérêt. Nous vous remercions et à la prochaine. Bon, tu es au bord tu es au bord de l'océan Atlantique. Quoi? Je ne savais pas que tu es au bord de l'océan Atlantique là-bas. Ok, merci beaucoup. Merci, Bassirou. Merci, Prof. Lo. Vraiment, on a profité de ton séjour. Oui, merci. Merci à